nous sommes ici à Genève à l'occasion d'un symposium sur la géographie. On est très heureux d'entretenir avec monsieur le professeur Vila Valenti, qui est directeur de la section de géographie à l'Université de Barcelone. Monsieur Valenti est aussi vice-président de l'IGU, vice-président aussi de la Comité national espagnol. Bon, je voudrais poser quelques questions sur ta jeunesse, ta formation en géographie, pourquoi tu es devenu géographe. Vous voyez, je pense qu'au point de vue des origines de ce qu'on peut appeler la vocation géographique, c'est sans aucun doute une connaissance de ma région à travers l'excursionnisme. L'excursionnisme en Catalogne a été un mouvement post-romantique, patriotique. Il avait comme but connaître et aimer la région. Alors il y a un centre excursionniste de Catalogne fondé en 1876, et déjà centenaire, qui essayait de former des citoyens et en même temps des patriotes, des connaisseurs de la terre et des hommes, sans aucun doute. Alors, je réfléchis sur une question. Je pense que tous les hommes sont géographes. Et les femmes? Je parle des hommes en général. Les femmes, peut-être encore plus, parce que encore sont plus enracinées dans la terre. Alors, je parlais dans mon petit livre, par exemple, de cette géographie individuelle. Tous les hommes, à partir de la naissance, font une appréhension de l'espace, et alors ils deviennent géographes. En même temps, nous sommes tous des historiens, parce que nous essayons d'avoir des racines dans le passé et en même temps sur la Terre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de géographies qui ne sont pas scientifiques. Je parle dans mon chapitre premier, dans mon livre, des géographies qui ne sont pas scientifiques. Il y a une géographie individuelle, il y a une géographie folklorique, avec certaines explications sur l'astronomie, sur le climat, etc. Il y a une géographie mythologique. Oui. Par exemple, les détroits, le passage de Gibraltar, il a son mythe, c'est Hercule qui a formé le passage. Au contraire, dans la géographie scientifique, on vous dit que ce sont les forces, les facteurs tectoniques, etc. Il y a des géographies légendaires, par exemple, légendaires ou pas exactement mythiques, fantastiques. Par exemple, la géographie après la mort. Il y a une géographie. Par exemple, dans les égyptiennes, il y a une rivière, il y a beaucoup de choses qu'on connaît. On fait une translation de la géographie réelle. Il y a des montagnes, il y a des petits affluents, etc. Alors, il y a une géographie que nous pouvons dire collective, dans par exemple ma région, qui aide à connaître la terre, la région, et l'aimer profondément. Et s'entre dans un mouvement culturel post-romantique. Ce qu'on appelle en catalan, et on comprend très bien les mots, la Renaissance. La Renaissance. Alors c'est un mouvement post-romantique. Et la chose qui renaît, c'est la langue et la culture catalane, qui a été très importante à l'époque médiévale, et jusqu'à le XVIIIe siècle. Après, avec les Bourbons, avec les idées de l'illustration, etc., il y a eu un mouvement contre la région. Au contraire, avec les mouvements post-romantiques, romantiques et post-romantiques, il y a un amour pour la terre et le folklore. C'est le moment aussi du folklore. Alors,
à travers cette connaissance de ma région, j'aimais profondément ma région, je la connais pas mal, elle est très bien diversifiée, des Pyrénées par exemple jusqu'à la côte. Alors ça vous donne des paysages et des climats de toute la Méditerranée en réalité. Nous arrivons à 3000 mètres et pas très loin de la côte. Alors je crois qu'à partir de ce moment-là, j'avais une certaine orientation vers la géographie. Alors j'étudiais dans la faculté de lettres, il n'y avait pas de géographe en ce moment-là, dans l'université. Quelles années on parle? Je vous parle exactement de 1944-48. C'est après notre guerre civile. Nous étions dans une certaine étape de reconstruction, mais il y avait la Seconde Guerre mondiale. Ça vous donnait beaucoup de problèmes. Mais malgré tout, on a fait un effort pour une certaine reconstruction, malgré les difficultés, parce que, vous savez, nous avions à ce moment-là un régime politique qui n'était pas très facile pour le développement de la Catalogne. Alors, j'étudiais en réalité histoire, et ce que je faisais, c'était aller à la faculté des sciences. Et alors, j'ai suivi des cours de géologie, de botanique, avec certains géologues et certains botanistes, de climatologie, qui étaient vraiment très intéressants comme professeurs et comme chercheurs. Et après, j'ai eu à Barcelone une personne très importante pour moi. C'était un géographe français qui était le directeur de l'Institut français, Pierre Desfontaines. Il aimait bien l'espagnol. Alors, pendant 25 ans, j'ai eu à mon côté Pierre Desfontaines. Ah bon, maintenant je comprends. Il était un géographe qui n'était pas très systématique, mais il vous donnait une sensibilité pour certains problèmes extraordinaires. En réalité, il n'a pas eu de disciples, d'élèves, parce que c'était, la géographie pour lui, c'était plutôt une sensibilité, une façon de voir les choses. Intuition. Une intuition. Alors c'était très difficile. J'essayais de systématiser tout ça et c'était vraiment très, très difficile. Mais j'ai eu une influence extraordinaire. Pendant 1946, il avait un cercle de géographes à l'Institut français. Pendant 1946, 48, 50, 52, 54, etc., j'ai eu une influence très importante, très forte de Pierre Desfontaines, des naturalistes catalans et des historiens, parce qu'il y avait quelques historiens très intéressés pour certains problèmes de sociologie, d'économie, par exemple Vicens Vives, qui a été très important. Il était de l'école de Brodel. Alors vous voyez, ça marchait très bien. C'était l'école des annales appliquée à la Catalogne à travers de Vicens Vives, et c'était magnifique. Il y avait aussi une thèse de doctorat de Pierre Villa, l'historienne, qui a fait une thèse de doctorat sur le XVIIIe siècle catalan. Alors, il a publié ça en français, et il y a une traduction en catalan de toute la thèse, complète. Alors, dans cette ambiance, quand même, on avait quelques idées de ce qu'on devait faire pour devenir géographe universitaire. En plus, j'avais la chance de, pendant 2 ans, j'ai été à Bordeaux, avec Papy, Jalbert. Papy m'a dirigé une petite étude, c'est une thèse d'université, je suis docteur d'université par l'université de Bordeaux, sur les Landes. Alors j'ai travaillé dans un secteur que je ne connaissais pas, l'Antique, etc. C'était la vallée moyenne de l'Eire. L'Eire, c'est la rivière qui débouche à Arcachon. Alors j'étudiais 5 ou 6 communes intéressantes. Elles étaient entourées de forêts. Mais il y avait des calcaires à côté de la rivière et ça donnait certains sols qui n'étaient pas mal au point de vue agricole. Alors j'étudiais ça pendant 1953 et 1954. Donc vous pouvez utiliser
les idées, genre de vie, par exemple, de Ah Pierre oui. Fontaine Ah oui. dans cette thèse-là? Sans aucun doute. Ok. Parce que je me trouvais dans de pâtres anciennes, de forestiers, des agriculteurs, à Arcachon de pêcheurs. Alors, c'était vraiment très intéressant pour moi, toute cette formation. En plus, j'avais déjà utilisé ce concept de genre de vie dans les Baléares. J'ai fait des études à Ibiza et à Formentera. La première étude géographique sur Formentera, sur l'île de Formentera, c'est une île de 80 km². C'est à moi, j'ai fait une étude en 1950. Et j'ai travaillé dans les Pyrénées. J'ai fait la première carte sur les chemins de transhumance en Catalogne. Vraiment? La première et la seule carte qui existe sur les chemins de transhumance, c'était la transhumance entre les Pyrénées et les plaines tout près de la côte méditerranéenne. À l'époque médiévale, c'était des 3 ou 4 grands monastères du Cister qui faisaient la transhumance avec de gros troupeaux. Et alors, je faisais avec les pâtres actuels, en 1945-48, la transhumance, en suivant ces chemins. C'est l'étude sur le terrain. Sur le terrain. Participant. Je vécus avec eux dans les Hauts-Pyrénées, à 2000-2500 mètres, pendant l'été. Et après, je faisais aussi le parcours jusqu'à la plaine le mois d'octobre. Ça représente 20 jours, ou 25 jours. Et les pâtres, au point de vue Jean Lévy, c'est un type extraordinaire, parce qu'il a une vision cosmologique. Oui. Il vit tout seul. Il y a 3 ou 4 pâtres pour un gros troupeau de 4 ou 5 000 brebis. Il vit tout seul. Alors, il est capable de résoudre tous les problèmes. Oui. Il prépare sa cuisine. S'il a quelques maladies, enfin, il résout les problèmes. Il fait des petites choses avec un couteau sur le bois. Il a ses idées sur l'astronomie, sur le monde, surtout, absolument surtout. C'est extraordinaire de parler avec eux. Ils sont là toujours? Vous voyez, il y a eu une forte décadence de la transhumance, mais ça reste encore une certaine transhumance, peut-être un 50%. Il y avait une forte régression économique en ce moment-là, et c'est pour ça que tous ces genres de vie traditionnels étaient très importants. Mais après, avec le tourisme, etc., l'Espagne a changé beaucoup. Alors, ma formation géographique reçoit à Bordeaux, enfin, tout ce que peut donner l'école française de culture, de point de vue, pour l'étude de région, toute cette expérience, etc. Alors, je suis allé aussi un petit peu à Paris et à Strasbourg. J'ai connu Pierre Georges, surtout à Paris. Alors, j'avais beaucoup de rapports avec Pierre Georges à partir de ce moment-là. C'est pour ça que Pierre Georges, dans la collection Magellan, m'a donné la péninsule ibérique. Alors, dans la collection Magellan, j'étais l'auteur du volume sur la péninsule ibérique. Mais si je pourrais poser une question là, Pierre Georges était très critique de cette notion de genre de vie, dans ce sens traditionnel. Oui. En 1951, je crois qu'il a fait son grand critique. Alors, pour moi, était très important Pierre Georges parce qu'il a représenté une autre vision de la géographie. Il donnait de l'importance à autre chose, par exemple à l'étude de la population, mais une étude enfin, déjà soignée, et surtout de la géographie économique. Systèmes C'était une autre chose pour moi. Alors, c'était une complémentation de ce que j'avais à Barcelone, de Pierre de Fontaine, etc., de Papy à Bordeaux. Alors, Pierre Georges, c'était une autre vision. En ce moment-là, il était une vision pointe, très avancée pour nous. Vous voyez, je venais de l'Espagne, il avait certaines idées, enfin, sociologiques, économiques, de type marxiste, par exemple. Pour moi, c'était
complètement nouvelle, n'est-ce pas? Alors, c'était vraiment important. Et alors, je suis allé à Strasbourg. Juilliard. Alors, avec Juilliard et Tricard, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Juilliard, il venait de publier sa thèse de doctorat sur la Basse-Alsace. Alors, c'est une autre vision des choses, avec une culture formidable, avec une expression très variée, très exacte, en mélangeant des choses populaires avec des choses académiques. Et Tricard, c'était surtout la géomorphologie, avec des moyens importants. Enfin, qu'est-ce que vous direz, par exemple, c'était la photographie aérienne, toujours comme un moyen, nous pouvons dire, normal. Oui. Alors, Tricard a été aussi très important. Alors, vous voyez, en 1954, j'ai reçu une influence directe de Papy, de Pierre-Georges, de Juilliard, de Tricard, et une autre chose encore, je suis passé par Toulouse, et à Toulouse, il y avait Henri Gossen. Gossen, c'était un botaniste qui faisait de la climatologie et en même temps des cartes extraordinaires de végétation. Sur le Pyrénées, par exemple. Alors, Henri Gossen a été très important pour moi parce que, au point de vue de la géographie physique, il m'a donné une expérience sur des questions si importantes que la climatologie et la géographie botanique. Alors, vous voyez, je reviens en Espagne, et alors je fais ma thèse de doctorat espagnol. Dans une université espagnole. Dans l'université de Madrid. En ce moment-là, simplement, on pouvait présenter thèse d'université à l'université centrale de Madrid. C'est à partir de 1965 qui a changé tout ça. Et maintenant, par exemple, à Barcelone, nous faisons des thèses de doctorat. Mais à ce moment-là, il fallait aller à Madrid. Alors j'ai fait une thèse de géographie régionale, nous pouvons dire enfin, traditionnelle. C'est important ça parce que dans certains pays, on a passé d'une pré-géographie à des géographies déjà très élaborées. Scientifique. Au contraire, je crois qu'il a été important pour nous passer d'une pré-géographie à une géographie française, régionale, et après à d'autres géographies. Nous avons fait, enfin, nous pouvons dire, un chemin plus normal pour notre développement. Alors, j'ai choisi une petite région dans le centre de la Catalogne. C'est un pays en français, un pays. En catalan, comarque. Comarque est dérivé de marca, la région frontalière et militaire à l'époque de Charlemagne, par exemple. La Catalogne est dérivée de la marque hispanique. Il y avait une marque hispanique, comme il y avait une marque saxonne. La marque saxonne en face des barbares de l'Est, et la marque hispanique en face des Arabes qui occupaient l'Espagne. Les frontières de la civilisation. Alors, à partir de ce mot marca, on appelle comarque le pays. C'est ça l'origine de comarque. Ah, sans aucun doute. Très intéressant. Hein? La marque, c'était un secteur très bien défini, militaire. Alors, comarque, ça veut dire une région, un pays très bien défini. Alors, j'ai étudié un pays très bien défini avec une ville intéressante parce qu'elle a été une des premières villes avec une industrie textile moderne au XIXe siècle. Alors, ça donnait la possibilité de faire des études de genre de vie traditionnel, en même temps, une authentique révolution industrielle. Vous savez, la Catalogne, à ce point de vue, a été la pionnière dans l'Espagne. Et alors, dans cette région, dans la région que j'ai étudiée, il y a une petite ville, Manresa,
qui était très connu à travers Saint Ignace de Loyola. Oui. Il habitait Manresa. Il est tout près de Montserrat. Montserrat était dans ma région. C'était une frontière dans cette région que j'étudiais. Alors j'étudiais toute la région au point de vue enfin, de conception française, de méthodes françaises, un peu évolutionnées si vous voulez après la guerre. Et en même temps, je faisais une vision historique de change de genre de vie, etc. Alors, il y avait un mélange d'une vision historique et d'une vision géographique française. La coupure, c'était le 19e siècle, avec la naissance d'une ville moderne, la ville de Manresa moderne, et la naissance d'une industrie. Alors, à partir de ce moment-là, je voyais que la géographie en Espagne ne s'était pas très bien développée. Il y avait simplement 4 ou 5 chaires de géographie, à Madrid, à Barcelone, et c'était tout. Il n'y avait pas de département de géographie. Il y avait une ancienne société de géographie à Madrid, avec une publication, la Sociedad Geográfica de Madrid, à partir de 1876, avec une publication, un bulletin, mais c'était tout. La géographie n'était pas encore dans l'institution universitaire, en réalité. Alors, j'essayais d'y entrer. C'était difficile parce que je n'avais pas beaucoup de rapports avec ces anciens professeurs, mais quand même, en 1958, j'ai été nommé professeur de géographie, le premier professeur de géographie, dans une université tout petite, Murcie, entourée d'un secteur d'irrigation, ce qu'on appelle en espagnol huerta. On parle toujours de la ville de Murcie, de Murcia, et la huerta de Murcia. Alors c'était très intéressant pour moi. Je suis arrivé en 1958 comme le premier professeur de géographie dans une université. C'est vraiment émouvant et au point de vue humain, c'est tout à fait intéressant, la fondation d'une chaire de géographie, parce que vous avez en face des étudiants qui s'intéressent, qu'est-ce que vous direz, pour l'histoire par exemple, et on essaye de les apporter vers la géographie. Par exemple, mon collègue actuel, Capel, il était étudiant. Il était étudiant là. À Murcie, parce qu'il est murcien, il n'est pas catalan. Il était étudiant deuxième année. Alors je lui, comme étudiant, pendant la deuxième année, troisième, quatrième et cinquième année, 4 ans, je lui. Alors il a fini pour être géographe, le pauvre. Oui, la responsabilité reste. Ah oui, reste. Il aimait en ce moment-là, était, je crois, historien d'histoire contemporaine. Il était très intéressé pour certaines questions culturelles, économiques, sociales, etc. Alors je le menais vers la géographie. Alors vraiment, c'est passionnant, cette tâche. J'aime beaucoup la pédagogie. Mon père était professeur d'enseignement secondaire et primaire, pas universitaire. Il aimait beaucoup la pédagogie. J'aime beaucoup. Au point de vue universitaire, je suis un professeur très intéressé pour la pédagogie, même dans l'université. Je crois qu'on doit être d'abord professeur, et après professeur de géographie. C'est-à-dire, ce que nous avons en face sont des hommes. Et alors, il faut former des hommes. Il faut leur donner une vision de l'importance, de l'intérêt, de la science, de la formation des hommes. Je crois qu'il est une question très importante. Vous avez eu beaucoup d'étudiants. Oui. Merci, il y avait, dans les cours que nous appelons les cours communs, il y avait pendant 2 ans, 300 étudiants. Et après d'histoire et de géographie, il y avait 50. De suffisant pour avoir un groupe de, qu'est-ce que vous direz, 15, 20 intéressés pour la géographie.
Alors, ça m'a donné, merci, une certaine expérience. J'ai commencé à publier quelque chose, n'est-ce pas? Je suis arrivé à être le directeur des publications de l'université. Alors, on publie beaucoup de choses en géographie. Et pendant 7 ans, j'ai resté là-bas, à Murcie. Après, je suis allé on doit faire un concours, etc., à Madrid. Et je suis nommé professeur de géographie à Barcelone. Et j'arrive à Barcelone en 1965. Il y a 20 ans, presque 20 ans. Avant la Révolution. Oui. J'arrive à Barcelone avec certaines idées nouvelles parce que j'ai eu toujours la chance d'avoir beaucoup de rapports avec l'étranger. Surtout la France, mais aussi avec l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. Alors ça me donnait une vision toujours très ouverte de la géographie. Et même peut-être pour mon esprit, je suis très ouverte. Enfin, j'ai mes croyances, j'ai mon idéologie, mais j'accepte toujours les autres idéologies, j'essaye de comprendre. J'ai dit par exemple dans les examens, vous pouvez dire des choses tout différentes de ce que je dis. Simplement, je vous demande une justification. Oui. Simplement, mais je suis d'accord si vous avez des autres idées dans l'expression. Ça, en Espagne, ce n'est pas très facile de dire. Surtout à cette époque-là, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est une autre chose. Mais en ce moment-là, je représentais un professeur très libéral, nous pouvons dire, n'est-ce pas? Très libéral. En plus, par exemple, je suis allé à Londres en 1964. C'était le congrès. Congrès, oui. Alors, en ce moment-là, surtout dans le congrès, j'ai vu l'importance de la géographie théorique, quantitative, etc. Alors, j'ai commencé à faire certains raisonnements, j'ai réfléchi sur ce problème. Je pensais que c'était vraiment important de passer la géographie, nous pouvons dire traditionnelle, et arriver à cette géographie théorique. Il y avait le problème de la langue, surtout pour les étudiants, mais maintenant l'anglais est pas mal connu en Espagne. Dans d'autres époques, c'était surtout le français, au point de vue culturel, diplomatique, etc. Maintenant, l'anglais, c'est plus connu et on peut faciliter toujours la bibliographie anglaise et on comprend bien cette bibliographie anglaise. Alors, à Barcelone, j'ai essayé de développer d'abord la géographie traditionnelle, mais en même temps mélanger avec un peu de cette géographie quantitative. Nous avons des rapports avec mathématiciennes, par exemple, statistiques, pour nous donner quelques cours de toutes ces choses-là. J'ai été doyen de la faculté pendant 3 ans. Ça m'a donné beaucoup de travail. Et après, pour me reposer un petit peu, je suis allé aux États-Unis et à Porto Rico. Porto Rico, c'est une université américaine, nous pouvons dire secondaire, mais en espagnol. Alors, c'est curieux, ça. C'est une université américaine, en réalité, avec toute la méthodologie américaine, mais exprimée en espagnol. Alors, j'étais à Porto Rico pendant un semestre. Et alors, j'expliquais là quelque chose de géographie des pays méditerranéens. Et je commençais un cours de introduction théorique à la géographie. Mais une introduction théorique au point de vue très personnel, parce que j'étais le seul, ou presque le seul géographe espagnol qui avait cet intérêt pour les questions. Et alors, je suis revenu en Espagne, et alors j'ai publié un gros article, ça fait, par exemple, qu'est-ce que vous direz, 60 ou 70 pages, avec 200 ou 300 citations bibliographiques sur la nouvelle géographie. Ça a été important en Espagne, parce que c'était le premier article, c'était publié en 1971,
C'était le premier article publié en espagnol sur la géographie théorique, ce qu'elle représentait en réalité. Vous nommez la géographie nouvelle, la nouvelle géographie. La nouvelle géographie. Qui a inventé ce terme-là? Ah, je crois que les Américains, en 1968 ou quelque chose comme ça, Oui, c'est controversiel. on parlait de New Geography, mais je n'en sais rien. Oui. Parce que je crois que c'est plus typique européen qu'américain. Alors je crois qu'il y a quand même une expression de New Geography en 1967 ou 68 en Amérique. Mais en Europe, sans aucun doute, on emploie ce terme, oui, en 1970, et on parle de Nuova Geografia en Italie, Nouvelle Géographie. Et le titre de mon article est avec interrogation. Oui. En espagnol, Oui. Una nueva geografía. Aha. Alors je pose le problème et Qu'est-ce que- pourquoi on peut dire si elle est nouvelle ou non, etc. Alors j'ai publié ça dans une revue, la revue de géographie de l'Université de Barcelone. Elle s'appelle simplement comme ça, Revista de Geografía. Elle a commencé en 1967 et j'ai publié l'article coupé en deux numéros, 1971 et 1973. Alors ça a représenté vraiment, au point de vue enfin, de la géographie espagnole, la première systématisation de cette géographie enfin, théorique, nouvelle géographie, ce que vous voudrez Oui. l'appeler. Comment est-ce que ça a été reçu? Est-ce qu'il y a eu des réactions? Oui. En général, en Espagne, il y a deux réactions différentes suivant les générations. Ok. Ma propre génération, avec peu d'intérêt. Au contraire, pour les étudiants, très intéressant. Il y a une différence de, qu'est-ce que vous direz, de 15 à 20 ans, n'est-ce pas? Et alors, la réaction a été vraiment très différente. Et pour vous-même, est-ce que ça a été facile d'intégrer les nouvelles idées et la tradition française? Voyez-vous que vous avez vraiment réussi à intégrer ces deux courants en Espagne? Vous voyez, c'était possible à l'intégrer, mais on doit dire que les études qu'on faisait en ce moment-là en Espagne, c'était des études qui n'étaient pas déjà les études de géographie régionale. Les thèses, par exemple, c'était déjà des thèses de spécialité. C'était des thèses, par exemple, de géomorphologie. Je vous parle de 1970-75. C'était thèse de spécialité de géomorphologie, de climatologie parfois, de géographie urbaine, de géographie agraire. Alors, dans cette thèse spécialisée, c'était plus facile l'intégration avec la nouvelle géographie que dans les anciennes thèses régionales. Par exemple, je vous dirai un cas. J'ai dirigé la thèse de Maria Dolores García Ramón. C'était une thèse de géographie agraire. Elle est présentée en 1975 à l'Université de Barcelone. C'était une thèse de géographie agraire, mais avec des méthodes quantitatives. Voilà un exemple d'intégration. Alors, dans les géographes jeunes, il y a quelques géographes intéressés pour toutes ces questions de théorie de la géographie, de réfléchir sur la géographie. Et surtout, il y a un cas intéressant à Barcelone, c'était Capel, qui a publié un article aussi dans la revue de géographie sur la géographie de la perception en 1973. Alors ça représente déjà un nouveau chemin. Vous voyez, il y a plus de 10 ans.
Alors, il y a eu des réactions en général positives, mais toujours dans la jeunesse. Oui. Et en Espagne, par exemple, maintenant, vous avez un groupe de géographes, une espèce d'association de géographes, un groupe qui fait de la géographie quantitative, qui s'appelle le groupe de géographes quantitatifs. Et il y a deux autres géographes qui font des autres directions de la géographie, par exemple, géographie de la perception, géographie du paysage intégré. Ça représente un rapport avec Bertrand de Toulouse. Ah oui. Alors, nous avons beaucoup de rapports avec Georges Bertrand. Il est venu à Barcelone 3 ou 4 fois. Et alors, à Barcelone, il y a un groupe qui fait du paysage intégré, d'accord, avec les idées de Bertrand. Il y a aussi des géographes radicaux, mais je dois vous dire que ils avaient beaucoup de force il y a 10 ans, parce que la situation politique est favorable pour la révolution. Mais après, les géographes radicaux, enfin, ont perdu de force, sans aucun doute. En réalité, je pense que chaque pays a ses problèmes. La géographie radicale essaye de résoudre certains problèmes, et dans chaque pays, essaye de résoudre des problèmes différents, en réalité, dans ce qui fait cette géographie radicale. Alors, je vous dirais qu'il y a eu un développement très important de la géographie à partir de mon époque. Maintenant, par exemple, pour vous donner une idée de la situation de la géographie en Espagne, maintenant, il y a 25 groupes de géographes universitaires. Groupe d'universitaires. Groupes de géographes qui font de l'enseignement de la géographie au niveau universitaire et de la recherche. Il y a en Espagne 12, 15 revues de géographie. Ça donne enfin, une idée de l'importance, surtout en rapport avec des ans 50. Il y a une association de géographes espagnols. Qui compris combien? 400, 500 géographes. Et on fait tous les 2 ans, on fait des réunions de géographes espagnols. Par exemple, en 1983 à Barcelone, c'est la 8e réunion des géographes espagnols, 8e, on le fait tous les 2 ans. Et plus encore, nous avons maintenant des rapports avec les géographes portugais. Ah bon? Nous faisons des réunions ibériques de géographie. Ça, c'était très bien. On a fait déjà 3. Une à Salamanque, tout près de la frontière, vous voyez. L'autre à Lisbonne, avec un grand professeur portugais que j'aime beaucoup, Orlando Ribeiro, extraordinaire, magnifique, d'une culture formidable, avec une formation française, comme vous savez. Il a été assistant, je crois, de Marton ou quelque chose comme ça, en 1934 ou 1935. Et alors l'autre à Barcelone. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi, pas à Madrid encore. Mais enfin, vous voyez, le catalan, nous aimons beaucoup le rapport avec l'étranger, et peut-être ça, et même la ville accompagne dans cette chose de réunion, de rapport avec l'étranger. Mais en dehors de Barcelone, quelles sont les universités importantes pour la géographie? Oui. En dehors de Barcelone, nous pouvons parler de Madrid. Madrid, il y a 3 groupes de géographes. Un dans notre conseil de la recherche, s'appelle ça en espagnol Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Alors, il est à l'écart c'est comme le conseil de la recherche française, il est à l'écart de l'université, mais en réalité, ce sont des universitaires qui travaillent, etc. Alors, il y a un groupe à Madrid
dans notre conseil de la recherche scientifique. Et il y a un groupe à l'université de Madrid et l'autre à l'université autonome de Madrid, parce que Madrid et Barcelone, ils ont Tous les deux. les deux universités autonomes. Alors, Madrid, sans aucun doute, Saragosse avec le professeur Casas Torres, autrefois, et maintenant avec l'élève de Casas Torres. Et alors, en réalité, dans les 12 universités traditionnelles, il y a 12, Barcelone, Madrid, Valence, Saragosse, Salamanque, etc. Et il y a de nouvelles fondations, 8 à peu près. Alors nous avons aussi dans ces nouvelles universités des groupes de géographes. Par exemple, à Palma de Majorque. Palma de Majorque était autrefois indépendante avec Barcelone, était dans ce que nous appelons l'Académie de Barcelone, c'était Palma de Majorque aussi. Au contraire, maintenant, Palma de Majorque a une université. Nous avons une université à Palma, aux Baléares, et une université aux Canaries. Alors, ça vous donne une idée, il y a maintenant 12, 18, 20 universités. Et alors, dans tous, il y a des groupes de géographes, maintenant, ou bien dans les anciennes facultés des lettres, en espagnol, Facultad de Filosofía y Letras, ou bien dans les nouvelles facultés de géographie et d'histoire. Nous sommes toujours mélangés avec les historiens, mais nous avons une liberté absolue. Les facultés sont divisées en sections. Et alors, chaque section de géographie, d'histoire, en général, dans les facultés de géographie et d'histoire, il y a des anthropologues qui font de l'anthropologie culturelle et sociale. C'est pas mal pour nous, parce que nous avons des rapports avec les anthropologues. Il y a des historiens et des géographes. Et nous avons une liberté absolue maintenant pour faire les plans d'études, etc. Pour vous parler du département de géographie que je connais bien et pour vous donner une idée, dans mon département de géographie, par exemple, le département de géographie de Barcelone, il y a maintenant 3 professeurs de géographie, ce que nous appelons catedráticos. La cátedra, c'est la chaire où on s'assied pour donner d'orientation. On parle ex cathedra. Ah oui, on parle ex cathedra comme les évêques, exactement. On parle ex cathedra, et tous les jours. Oui. Pas comme les papes qui parlent ex cathedra de temps en temps, non. Le cathédratique espagnol, tous les jours, il parle ex cathedra, oui. Bon. Voyez, cette façon de parler ex cathedra et d'une pédagogie universitaire qui n'est pas active, etc., on appelle ça, d'une façon péjorative en Espagne, l'université de Napoléon. C'est curieux ça, parce que c'était Napoléon qui a créé une façon d'université suivie en Espagne au XIXe siècle. Alors en Espagne, l'université de Napoléon est péjorative surtout pour les jeunes étudiants, n'est-ce pas, représente l'université ancienne avec des professeurs ex cathedra, etc. Alors il y a très professeurs très cathédraticos, il y a professeurs stables 10, non plus encore, une douzaine maintenant, et alors il y a une douzaine d'assistants, professeurs auxiliaires, etc. Alors ça fait pour Barcelone 25 professeurs dans la section de géographie, professeurs, enfin, en gros. Très grand. Mais plus encore, nous sommes des missionnaires. Oui. Nous avons créé des groupes de géographes à Tarragone. Il y a aussi un cathédratico de géographie à Tarragone, à Lérida, et autrefois à Palma de Majorque, et maintenant ils sont indépendants parce qu'ils ont son université. Alors, Barcelone, il a un certain rayonnement, parce qu'à partir de notre université, s'est formé des groupes de l'université autonome. Par exemple, García Ramón a fait sa thèse avec moi, de Tarragone, de Lérida, de Palma de Majorque. Merveilleux comme expansion. Alors,
C'est un géographe missionnaire, alors. Oui, avec les satellites. Oui, mais je vous posais la question. Vous avez parlé des influences françaises, des influences anglo-américaines. Est-ce qu'il y a maintenant, est-ce qu'il y a eu une géographie authentiquement espagnole? Et si oui, qu'est-ce qui est comme attribut spécialement espagnol? Voilà, je vous dirai ce que je pense sur cette question. Je pense que dans un moment donné, au moins au point de vue de la géographie, il y a certains centres avec des idées nouvelles et des méthodologies nouvelles. Par exemple, au commencement du XXe siècle, c'était sans aucun doute Paris, par exemple, et Berlin. C'était la géographie allemande et la géographie française qui vous donnaient des idées nouvelles, etc. Les autres sont en réalité des périphéries. Oui. Au moment qu'il y a un Mecca, il y a des Ils sont des pèlerinages. périphéries. Il y a de différentes périphéries. Alors, qu'est-ce qu'on essaye dans une périphérie de faire? D'abord, voir ce qu'on fait dans les centres. Comment? En étudiant là. Il faut aller à Paris, il faut être en contact avec Vidal de la Plage, avec Marton, avec Demangeon, avec Ratzel, avec Richthofen. Il faut aller au centre, ou bien suivre les publications. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on revient à la périphérie? Alors, essayez de faire une adaptation de ces idées au contexte culturel et aux besoins du pays. Alors, en ce sens, il peut y avoir une géographie espagnole. On a essayé de faire une adaptation de certaines idées, surtout françaises, et de certaines méthodologies françaises, et après anglo-saxonnes, sans aucun doute, quelquefois allemandes. Voyez, par exemple, le professeur allemand Lautenzach est venu en Espagne et au Portugal à partir de 1927 et il a publié une grosse géographie sur la péninsule ibérique, il a publié une grosse géographie sur la Corée et sur la péninsule ibérique, qui est traduite. Alors nous avons la traduction en espagnol de cette péninsule ibérique de Lautenzach avec ses idées sur la signification des paysages, avec certaines lettres, numéros, etc. Alors ça vous donne une certaine influence allemande. Quelques grands maîtres allemands, Karl Troll par exemple, il parlait l'espagnol parce qu'il a travaillé en Colombie, etc. Alors Karl Troll a représenté aussi quelques idées allemandes, quelques traductions de quelques maîtres, de quelques articles au moins de Henner, de Ratzel, de Karl Troll, de Lautenzach. Ça représente alors une certaine influence allemande. Mais en réalité, ce qu'on essaye de faire est de faire une adaptation aux besoins des pays, n'est-ce pas? Et alors, en ce sens, on peut parler d'une géographie espagnole. Il y a encore un autre sens. L'information est différente parce que c'est l'information espagnole. Alors, on arrive à certaines conclusions valables pour l'Espagne et ça peut donner une certaine... la possibilité de parler d'une certaine géographie espagnole. Je vous dirais, si vous me posez la question d'exactement la définition de cette géographie espagnole, je crois que c'est difficile. C'est plutôt une définition, nous pouvons dire, des personnes. Par exemple, à Madrid, il y a eu une figure très importante, il est mort il y a quelques mois, Manuel de Terán. Terán, il représente un homme d'une formation culturelle extraordinaire. Il était académicien de l'Académie de la langue et de l'Académie de l'histoire. Ces académies du XVIIIe siècle. Enfin, il était académicien de l'Académie de la langue, il parlait en castillan et en espagnol extraordinaire. Il était académicien, il était géographe, historien et géographe, mais il était académicien de l'Académie de la langue et de l'Académie de l'histoire. Dans l'Académie de l'histoire espagnole, il y a toujours quelques géographes. C'est la tradition. C'est
ça représente que la géographie est une sorte de camarade un peu petite, un peu secondaire de l'histoire. C'est l'idée du XVIIe siècle. Alors, je pense que la définition de la géographie espagnole, on doit la faire, et peut-être c'est la même chose pour la géographie italienne et pour la géographie portugaise, par exemple. Nous sommes dans une périphérie comparable. Et vous ne voyez pas la possibilité de créer quelque chose de nouveau? Est-ce que dans l'avenir, Barcelone ou Lisbonne pourrait jouer le rôle de Paris? Mais attention, pas ma génération, l'autre. Oui, mais... Parce que ma génération est très marquée déjà, voyez. Et nous sommes arrivés déjà dans un âge avec une certaine manque de flexibilité. Oui. Enfin, il y a des types qui arrivent à un certain manque de flexibilité à 25 et 30 ans. Mais en général, on y arrive après. Oui. Alors j'espère, mais c'est le futur, j'espère que la génération qui a maintenant 30, 35 ans sera capable de faire une géographie axée dans une université, par exemple à Barcelone, à Madrid, dans une géographie avec une certaine personnalité. Mais maintenant, nous devons parler, je pense, au point de vue de la géographie espagnole, portugaise, italienne, à partir de 3-4 personnes très détachées, comme, qu'est-ce que vous direz, Orlando Ribeiro, Portugal, Terán, Casas Torres, pour l'Espagne. Et je crois que la définition est surtout une définition que nous pouvons dire personnelle. J'espère vraiment que dans la nouvelle génération, il y aura la possibilité de parler d'une géographie espagnole qui commence, on peut la voir à travers certaines attitudes, certaines publications dans leurs revues, etc. J'essaye aussi surtout de le mettre toujours en contact à travers l'Union géographique internationale avec l'étranger, avec une position très ouverte. Je parle toujours du pluralisme de la géographie. Alors, si on fait une définition de tendance, dans un moment donné, on peut donner des pourcentages, on peut dire, avec les publications par exemple, ça représente cette tendance, mais à côté il y a l'autre. Alors, ça peut représenter un enrichissement, je crois, et en même temps, c'est l'étranger, c'est très important, le rapport avec les Français, avec les Anglais, avec les Italiens, les Allemands, les Américains, mais surtout avec les Français parce que ça représente une culture pour nous enfin, presque propre. Oui, ça je comprends. En même temps, avec certaines racines, je suis très méditerranéen, il ne manque pas une racine méditerranéenne. Vidal de la Blache était une langue d'Occitane, c'était un géographe du Sud. Alors, vous voyez, le catalan, c'est une langue d'oc. Il y a 4 langues d'oc. La langue d'oc proprement dite, le provençal, le gascon et le catalan. Alors, on se trouve dans une allure très familière, très agréable, très convenable. Vous voyez, la culture, c'est une chose enfin, de connaissance et en même temps d'équilibre, de sentiment, de sensibilité. Et la géographie, c'est une façon c'est une facette de la culture, en définitive. Très bien. Espérons donc que tous les changements qui se déroulent en France et en Espagne pourraient créer une nouvelle identité pour ce type de géographie que vous avez comme formation. Oui, on doit avoir l'illusion pour le futur, sans aucun doute. Et avec cette note, je crois qu'on a utilisé tout votre temps maintenant et merci beaucoup pour cette introduction à la géographie espagnole. Merci beaucoup aussi.